Les États-Unis ont déclenché une guerre contre l'Iran il y a 44 jours. Alors que Donald Trump et son gouvernement parlent de victoire au Moyen-Orient, il faut saisir la réalité de la situation. L'Iran est aujourd'hui bien plus fort qu'au début de la guerre. Les historiens verront ce conflit comme un tournant géopolitique pendant des décennies. Car, en théorie, l'Iran n'aurait jamais dû rivaliser avec les États-Unis, dont l'armée est plus grande, puissante et avancée. Mais l'Iran a prouvé qu'à l'ère de la guerre moderne, plus grand ne veut pas toujours dire meilleur. Donald Trump aime dire que l'Iran n'a aucune carte en main, alors qu'en réalité, il contrôle un détroit, le détroit d'Ormuz, qui s'est avéré être un point de contrôle pour toute l'économie mondiale. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui s'est passé pendant ce conflit de 44 jours, la raison pour laquelle Trump a lancé une nouvelle guerre, et surtout répondre à la question « Où va-t-on à partir d'ici ?» Mais d'abord, posons les bases, et examinons les 10 nouvelles réalités qui se sont imposées à la suite de cette guerre. Premièrement, il n'y a pas eu de changement de régime en Iran, puisque Trump n'a pas réussi à remplacer le guide suprême de 86 ans par son fils de 56 ans. Deuxièmement, les États-Unis n'ont récupéré exactement aucun kilogramme d'uranium enrichi iranien. Maintenant, Trump a réussi à rouvrir le détroit d'Ormuz, mais n'oublions pas qu'avant le début de cette guerre, le détroit était ouvert au monde entier pour exactement $0. Sous contrôle iranien, les pays doivent payer un péage de 2 millions de dollars par navire. Trump a déclaré que le gouvernement américain avait détruit l'armée iranienne, mais l'Iran a tout de même abattu les avions de chasse américains les plus avancés, ce qui est remarquable pour un groupe supposé être à l'âge de pierre. Les 13 bases militaires américaines au Moyen-Orient ont été détruites et la plupart sont désormais inhabitables. Et comme l'a rapporté le New York Times, les soldats américains ont dû être relogés dans des chambres d'hôtel pour leur hébergement. Trump a brisé l'OTAN, car les alliés européens des États-Unis n'ont pas déployé leurs armées, ni soutenu la nouvelle guerre américaine au Moyen-Orient. Trump a réussi à faire descendre les Iraniens dans les rues de Téhéran, mais cette fois pour soutenir leur gouvernement. Trump a admis ouvertement que le gouvernement américain avait armé les Kurdes pour qu'ils entrent en Iran et provoquent des troubles, mais les Kurdes ont refusé de le faire et ont simplement gardé les nouvelles armes offertes par le président américain. Trump a fait grimper le coût de la vie pour tous les Américains, avec la hausse de l'essence et de l'inflation. Et enfin, Trump a réussi à dépenser 30 milliards de dollars pour une nouvelle guerre qui n'a atteint aucun objectif militaire américain, mais qui a plutôt semé encore plus de chaos dans le monde entier. Pour résumer tout ce que nous avons appris au cours des 44 derniers jours, écoutez simplement ce reportage percutant de Sky News. Il affirme que nous avons totalement réussi diplomatiquement sur tous les fronts. Eh bien, si l'on regarde tout ce que le président a dit au cours des dernières semaines sur les objectifs des États-Unis, et il ne cesse de changer, mais si on les rassemble tous, le fait est qu'aucun de ces objectifs n'a été atteint de manière claire et sans ambiguïté. Et certains d'entre eux sont dans un état pire maintenant qu'ils ne l'étaient avant qu'ils ne commencent. Il peut proclamer la victoire autant qu'il veut. Mais le reste du monde et beaucoup de gens aux États-Unis ne seront probablement pas d'accord avec cela, alors qu'ils considèrent les implications dans les jours et les semaines à venir. Sur le papier, cela paraît stratégique pour les États-Unis. Beaucoup se demandent pourquoi Trump a-t-il agi ainsi. Consultez ce rapport du New York Times. Comment Trump a-t-il mené les États-Unis à la guerre en Iran? C'est le meilleur récit à lire pour comprendre la vérité. Et tout a commencé le 11 février, lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu à Washington, D.C. Netanyahou fait pression sur le gouvernement américain depuis plus de 30 ans pour attaquer l'Iran. Et lorsqu'il a rencontré Trump et son équipe de conseillers à la Maison-Blanche, Trump a escorté Netanyahou hors de la salle de presse et directement dans la Situation Room de la Maison-Blanche, un complexe de renseignement hautement sécurisé, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est rare qu'un dirigeant étranger soit reçu dans la Situation Room, habituellement réservée au président américain et à ses conseillers pour des décisions cruciales de sécurité nationale. Mais pourtant, Netanyahou a bénéficié d'un traitement VIP et s'est assis à la tête de la table pour faire une présentation d'1 heure, essayant de convaincre les États-Unis de rejoindre Israël et de lancer une guerre en bonne et due forme contre l'Iran. Netanyahou a fait 3 prédictions à Trump qui ont immédiatement inspiré confiance au président américain. Il a affirmé que la capacité balistique de l'Iran pourrait être anéantie en quelques semaines, affaiblissant le régime au point qu'il ne pourrait jamais bloquer le détroit d'Ormuz. Netanyahou a également rassuré Trump, en affirmant que la probabilité que l'Iran frappe des bases militaires américaines et des alliés dans la région était pratiquement nulle. Sur le papier, cela semblait évident. Les États-Unis pouvaient provoquer un changement de régime en Iran et subir très peu, voire aucune, répercussion en conséquence. Encore une fois,
Trump a cru à un mensonge maintes fois démenti dans notre histoire, qu'en bombardant un nouveau pays, on réussirait à imposer un changement de régime. De Cuba au Vietnam, de l'Irak à l'Afghanistan, et en Libye, le gouvernement américain a un terrible historique en matière de changement de régime. Trump a fini par croire que cette fois-ci serait différente. Il a mordu à l'hameçon de Netanyahou, et a aussitôt eu confiance en ce nouveau plan. Mais de nombreux membres du cabinet de Trump ont averti le président que l'Iran pouvait augmenter ses stocks de missiles et de drones, à un coût bien inférieur et beaucoup plus rapidement que les États-Unis ne pouvaient construire les coûteux intercepteurs nécessaires pour protéger les intérêts américains et leurs alliés dans la région. Fait intéressant, c'est le vice-président J.D. Vance qui était le plus farouche opposant d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Devant ses collègues, M. Vance a averti M. Trump qu'une guerre contre l'Iran pourrait provoquer un chaos régional et un nombre incalculable de victimes. Cela pourrait également briser la coalition politique de M. Trump et serait perçu comme une trahison par de nombreux électeurs qui avaient cru à la promesse de ne pas engager de nouvelles guerres. J.D. Vance a dit à Trump qu'une guerre avec l'Iran causerait un chaos régional. Il a prévenu Trump que cela diviserait les républicains, et craignait que les partisans de MAGA ne se détournent, alors que Trump affirmait depuis des mois que Vance et lui étaient l'équipe idéale pour diriger la Maison-Blanche. Mais la situation s'aggrave. Le général américain Dan Kane, qui est le plus haut gradé militaire du pays, a spécifiquement dit à Trump que c'est le mode opératoire habituel pour les Israéliens. Ils en font trop, et leurs plans sont parfois mal conçus. Sachant qu'ils ont besoin de nous, ils insistent. Malgré l'énorme quantité de renseignements américains suggérant qu'une attaque contre l'Iran n'était pas réalisable et qu'une victoire militaire serait improbable, Trump a ignoré tous les conseils avisés et a misé entièrement sur le plan de Netanyahou. En réalité, attaquer l'Iran est quelque chose que Trump désirait depuis longtemps, même avant de devenir président des États-Unis. Regardez simplement cette interview de 1985 dans 60 Minutes, lorsque Trump, alors âgé de 39 ans, a exprimé pour la première fois ses désirs concernant l'Iran. Pourquoi ne pas intervenir pour contrôler une partie de leur pétrole situé près de la mer ? Comment procéderiez-vous ? Enverriez-vous les Marines ou risqueriez-vous une guerre ? Laissez-les avoir l'Iran, prenez leur pétrole. Comment ? Je veux dire, est-ce qu'on veut une guerre ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Vous intervenez. Comment on entre ? Tu vas avoir une guerre en étant faible. D'accord, comment on intervient ? Qu'est-ce qu'on fait ? Excusez-moi, vous allez vous retrouver en guerre et elle va commencer au Moyen-Orient. Et si l'Union soviétique disait « Si vous attaquez l'Iran, nous interviendrons » ? Je ne crois pas qu'il le ferait. La prochaine fois que l'Iran attaque ce pays, allez-y et prenez une de leurs grandes installations pétrolières. Et je veux dire, prenez-la et gardez-la. Et récupérez ce que vous avez perdu parce que ce pays a beaucoup perdu à cause de l'Iran. Vous voyez, au fond, Trump est un néoconservateur dans l'âme. Et comme vous pouvez le voir dans cet extrait, il rêve de renverser le régime iranien et de voler leur pétrole depuis plus de 40 ans. Cela, bien sûr, ne devrait surprendre personne, car c'est exactement le même scénario que nous avons vu se dérouler au début de l'année, lorsque Trump a lancé une invasion militaire au Venezuela, capturé le président Maduro et pris immédiatement le contrôle du pétrole du pays. Je pense que Trump était trop confiant, en croyant que les succès militaires américains au Venezuela étaient reproductibles en Iran, alors que ces deux pays sont très différents. L'Iran est 2 fois plus grand que le Venezuela, compte 93 millions d'habitants, et contrairement au Venezuela, l'Iran se bat pour sa survie. Alors que des responsables américains et iraniens se réunissent ce week-end au Pakistan pour discuter de négociations de paix, je pense que la réalité est que ce conflit au Moyen-Orient ne fait que commencer. Trump a annoncé vouloir utiliser le plan iranien en 10 points pour négocier la paix. L'Iran a aussi fixé 4 lignes rouges pour instaurer la paix régionale. Premièrement, l'autorité sur le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, le paiement des réparations de guerre. Troisièmement, le déblocage de tous les avoirs financiers iraniens gelés. Et quatrièmement, garantir un cessez-le-feu régional global. Des rapports indiquent que Trump accepte désormais ces exigences avec des responsables iraniens, affirmant qu'il a accepté de libérer plus de 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure souvent mal comprise. Mettre fin à cette guerre n'est pas une décision que le gouvernement américain peut contrôler seul. L'Iran a aussi son mot à dire. Et toutes les preuves suggèrent que l'Iran pourrait en réalité avoir très peu d'intérêt à mettre fin à ce conflit. L'Iran renforce son influence. Le détroit d'Ormuz demeure un point d'étranglement clé de l'économie mondiale. Et avec la hausse des prix du pétrole, les chaînes d'approvisionnement sous pression et le risque d'un ralentissement économique plus large, l'Iran n'est plus isolé. L'Iran comprend que plus cette crise dure, plus sa position s'améliore, car mettre fin à la guerre maintenant irait en réalité à l'encontre des intérêts de l'Iran.
Cela ferait baisser le prix du pétrole, stabiliserait les marchés mondiaux, réduirait la pression sur les États-Unis et offrirait une victoire politique à Donald Trump. Du point de vue de l'Iran, ce résultat n'a aucun sens. La stratégie rationnelle est l'inverse. Prolonger la crise, augmenter la pression économique mondiale et forcer les grandes économies d'Europe, d'Inde et d'Asie à commencer à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis et à s'adapter à une nouvelle réalité. Nous assistons peut-être en temps réel à l'émergence d'un nouveau centre de pouvoir mondial, qui ne repose pas sur la domination militaire traditionnelle, mais sur la géographie, le contrôle de l'énergie et la capacité d'influencer l'économie mondiale à grande échelle. Nous sommes au Labrador, au Canada, juste au large de la côte. De l'autre côté de l'océan, il y a le Groenland, et c'est l'un des endroits les plus difficiles au monde à atteindre. Il m'a fallu 3 jours de voyage, plusieurs vols et aventures pour arriver ici. La région est si isolée que nous devons utiliser des motoneiges pour y accéder. Alors, dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les coulisses. Nous allons vous présenter une entreprise appelée Saga Metals. Maintenant, Saga Metals est incroyable parce qu'ils ont réuni l'une des meilleures équipes. Ils ont des géologues incroyables. Nous sommes peut-être sur l'une des plus grandes mines de titane d'Amérique du Nord. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aller dans les coulisses, vous dire tout ce que vous devez savoir sur cette entreprise et comment elle va influencer l'avenir de l'économie mondiale. Allons-y. Mike, où allons-nous aujourd'hui, mon pote? On monte vers la zone Trapper. On va voir où en est le programme de forage. Très bien, c'est parti, on y va. Ouais, allons-y. Alors, les gars, nous sommes ici au sommet de cette montagne. C'est la station radar d'alerte NORAD. Mike, donne-nous juste une petite idée de la taille de la zone où nous sommes. Tu sais, quelle est l'ampleur de ce projet et ce que vous avez ici? Oui, donc en ce moment, nous sommes sur le projet Radar. Nous sommes précisément dans la zone Trapper. Là où nous avons commencé, c'est ce que nous avons appelé Trapper Nord. Et nous sommes descendus jusqu'à l'extrémité sud de la zone, à Trapper Sud. Et toute cette zone représente environ 3 km de l'extension de la couche oxydée. Et pour vous donner une idée, la station radar là-bas, c'est là où se trouve la zone Hawkeye. C'est là que nous avons réalisé notre premier programme de forage et de découverte entre janvier et mars 2025. C'était notre preuve de concept que le titane, le vanadium et le fer recherchés dans ce projet sont bien présents dans le système. Ce fut un grand succès. Nous sommes donc sur la zone Trapper aujourd'hui, car ce fut un grand succès. Et déjà dans les 2 premiers trimestres où nous avons foré dans la zone Trapper, encore une fois, c'est un succès retentissant. Les 25 trous ont recoupé une minéralisation oxydée, ce qui est exactement ce que nous recherchons. Et donc, lorsque vous prenez cette portion de 3 km, elle s'enroule en fait comme un fer à cheval, descend dans la partie sud de nos concessions, puis remonte près de cette station radar et jusqu'à la zone Hawkeye. Cela représente environ 16 km et maintenant que nous sommes réellement ici, vous pouvez un peu visualiser et voir à quel point c'est absolument immense. Salut les gars, donc on est sur le sentier ici en direction du site de forage et on est ici avec Mike. Mike, parle-nous de ce que nous avons juste ici. Oui, donc on est juste le long du Trapper Trail ici et ça, c'est ta tente de survie. Elle est installée ici pour que s'il se passe quelque chose pendant la nuit ou pendant que tu fores, si tu as besoin de venir te mettre à l'abri et de rester dedans, elle soit prête. Il y a un tuyau de l'autre côté, un petit poêle à l'intérieur pour chauffer, et les gars, quand ils font une pause, qu'ils dînent ou des choses comme ça, ils viennent ici. Donc, ça montre vraiment à quel point c'est sérieux dans la forêt dense et profonde ici au Labrador, et à quel point c'est intense de mener un programme de forage en plein hiver, n'est-ce pas? La raison pour laquelle on fore ces trous en éventail, c'est que lorsque vous construisez une ressource, il faut l'imaginer un peu comme un cube sous la terre. On ne peut donc pas juste forer un seul trou à 45 degrés. On doit faire ce deuxième trou au même endroit, avec la même configuration, à cette inclinaison de 70 degrés pour pouvoir commencer à former une idée de ce à quoi ressemble ce modèle 3D. Compris. Ouais. Fantastique. Et donc, là où nous sommes en ce moment, c'est au trou numéro 30, donc R0030. Essentiellement, cette plateforme se trouve à l'extrémité sud de Trapper Sud. D'accord, et donc ce que nous avons fait jusqu'à présent ici, ce que Parker a fait, c'est qu'il a extrait la carotte des 23 premiers mètres. Donc, nous ne sommes pas encore tout à fait dans la zone, mais ce que vous voyez ici, c'est en quelque sorte votre roche haute, le Gavreau Norite. Et probablement dans environ 30 mètres de plus, nous commencerons à entrer dans la zone de magnétite où vous trouverez le titane, le vanadium et le fer dans le système.
nous écrivons RDS 00, puis notre numéro de trou, notre numéro de boîte. Eh bien, chaque fois que nous avons une boîte pleine ici, nous mettons un couvercle dessus, nous l'emballons et nous l'emmenons là-bas. La prochaine fois que nous forerons ici, nous remplirons la boîte, retirerons cette rangée, passerons à ce rouleau, alignerons et emballerons la boîte, la placerons à l'intérieur et préparerons l'opération suivante. Fantastique. Donc, nous sommes actuellement au sommet de Trapper Nord. C'est le début de le couloir de 3 km. Quand nous arriverons au forage et à Trapper Sud, ce sera sur la dernière plateforme, la plus au sud. Si c'est prometteur, est-ce le gisement que tu as évoqué comme pouvant être l'un des plus grands de Titane? À ton avis? Si tu peux prouver qu'il s'agit d'un couloir de 3 km de couche épaisse d'oxyde, ce serait très compétitif parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Incroyable. Oh, fantastique. J'espère que ce regard en coulisses de ma visite chez Saga Metals vous a plu. Le message à retenir. Il s'agit de bien plus que de ressources. C'est de la géopolitique.